Il y a des silences qui en disent plus long que l'écrit. Le mien, je l'ai gardé par pudeur. Aujourd'hui, je le livre par fidélité. À 71 ans, Jean Gabin n'était plus tout à fait un homme de cinéma. Il était devenu une silhouette gravée dans le marbre de la mémoire collective, un monument à la voix grave et aux répliques taillées comme des pierres dures. Ce jour-là, dans une pièce feutrée de sa maison de campagne, loin des plateaux et des projecteurs, il accorda un entretien à un jeune journaliste à peine trentenaire, tremblant presque devant la légende vivante. Le décor était simple, une lampe à abat-jour diffusait une lumière tiède, une cigarette fumait dans un cendrier en cristal, et Gabin, assis dans un large fauteuil de cuir brun, regardait par la fenêtre, comme s'il cherchait dans le paysage les visages d'autrefois. Le silence dura longtemps, puis d'une voix sans colère, il commença à parler, non pas pour régler des comptes, il avait toujours méprisé ce genre de bassesse, mais pour dire sa vérité à sa manière sobre directe, sans fioriture. Durant plus de 40 ans, il avait croisé des centaines d'acteurs, de réalisateurs, de producteurs. Certains étaient devenus des amis fidèles d'autres, des compagnons de route silencieux. Mais il y en avait cinq avec qui le courant n'était jamais passé, non pas par jalousie, ni par caprice, mais parce qu'une dissonance fondamentale s'était glissée entre eux, une fracture invisible, parfois artistique, parfois humaine, souvent irrémédiable. Ces noms, il ne les avait jamais prononcés en public, par pudeur, par professionnalisme. Mais aujourd'hui, à l'âge où l'on regarde plus souvent derrière soi, que devant il acceptait presque avec tendresse de dérouler le fil de ses rencontres manquées, de ses dialogues rompus, de ses silences éloqués, aujourd'hui, dans un souffle sans colère, Jean Gabin accepte de les nommer 5 artistes qu'il n'a jamais pu supporter. Numéro 1, Michel Audiard. Ils auraient dû former un tandem mythique. D'un côté, Michel Audiard, le styliste du verbe orfèvre, des dialogues qui claquent comme des gifles bien placées. De l'autre, Jean Gabin, monolithe d'émotion, rentré capable de faire trembler une salle entière avec un simple froncement de sourcils. Tous deux incarnaient une certaine idée du cinéma français populaire, intelligent, indiscipliné. Et pourtant, entre eux, l'alchimie resta toujours incomplète, comme une partition brillante jouée sur des rythmes incompatibles. Leur première vraie rencontre eut lieu à la fin des années 40. Audiard, déjà redouté pour sa plume acerbe, imposait son style avec insolence. Gabin lui sortait lentement d'une traversée du désert après la guerre. Il reconstruisait son image pierre par pierre rôle après rôle, avec une précision presque militaire. Sur le papier, leur union paraissait idéale, l'un écrivait des dialogues ciselés comme des rasoirs, l'autre les faisait vivre avec une sobriété magistrale. Mais dans les faits, tout clochait. Audiard aimait improviser, retoucher ses textes à la dernière minute, jouer avec les mots comme un chat avec sa proie. Il riait, provoquait, testait les limites. Gabin, au contraire, travaillait comme un horloger, suisse texte, appris aux mots, près intonation, pesée, respiration maîtrisée. Il croyait à la rigueur, au respect du texte comme on respecte une partition de musique classique. Pour lui, chaque virgule comptait. Un jour, sur un tournage tendu, Audiard proposa, à la blague, de réécrire une réplique majeure la veille d'une scène importante. Gabin glacial le fixa longuement avant de lâcher d'un ton tranchant « Si tu veux un autre texte, trouve-toi un autre acteur ». La phrase tomba comme un couperet. Plus jamais ils ne cherchèrent à se comprendre. Malgré cela, le cinéma les réunit encore à plusieurs reprises. Professionnels jusqu'au bout, ils cohabitaient sans éclat, mais sans chaleur. Sur les plateaux, ils se saluaient avec une politesse distante, échangeaient des banalités, puis chacun reprenait sa route. Entre eux, un respect existait, mais froid comme un manteau qu'on ne porte qu'en hiver par nécessité. Ce n'était pas une haine, ce n'était même pas une rancune. C'était une dissonance fondamentale, presque philosophique. Là où Audiard voulait provoquer, Gabin voulait transmettre. Là où l'un cherchait le clin d'œil, l'autre cultivait le regard droit. 2 artistes brillants, mais qui jouaient sur des gammes émotionnelles incompatibles. Des années plus tard, interrogé à demi-mot sur cette collaboration glacée, Gabin répondit simplement « On ne parlait pas la même langue ». Et dans cette phrase, tout était dit. Il savait tout faire, sauf se perdre. Numéro 2, Brigitte Bardot. Elle arrivait comme une tempête blonde sur le paysage du cinéma français, une onde de choc imprévisible, mêlant sensualité, insoumission et fraîcheur insolente. Brigitte Bardot n'était pas seulement une actrice, elle incarnait un tournant, une génération qui riait plus fort, qui aimait sans prudence et qui refusait de plier devant les carcans du passé. Lorsqu'elle croisa Jean Gabin pour la première fois, ce fut comme si 2 mondes parallèles se frôlaient sans jamais pouvoir s'emboîter. Gabin, déjà légende, avait traversé les guerres, les silences du noir et blanc, les tragédies d'hommes taiseux. Il croyait au métier, à l'exigence, à l'autorité tranquille du professionnalisme. Bardot, elle travaillait à l'instinct, elle brillait sans effort,
riait entre les prises improvisées, une posture allumait une cigarette sans demander la permission. À ses yeux, le plateau était un terrain de jeu. Pour Gabin, un temple qu'on ne profane pas. À la fin des années 50, un projet de film les aurait réunis. Les producteurs s'en frottaient les mains, l'icône vieillissante du grand écran face à la comète provocante du moment. On imaginait déjà l'affiche, le choc des générations, l'alchimie, inattendu. Mais dès les essais, la fracture fut flagrante. Bardot refusait les répétitions trop longues. Elle se nourrissait du présent de l'imprévu. Gabin lui exigeait le silence, le respect du texte, la concentration. Il la regardait rire avec l'équipe maquillage pendant que lui révisait sa scène et dans ses yeux, ce n'était pas du mépris, mais une incompréhension absolue. Un jour après une prise particulièrement chaotique, il lui souffla calmement, mais fermement « Vous avez tout, mademoiselle, mais vous n'écoutez rien ». Bardot ne répondit pas. Elle sourit vaguement, mais ce sourire ne monta pas jusqu'aux yeux. Le film finalement se fit sans Gabin, officiellement pour des raisons d'agenda, officieusement parce que leurs univers n'étaient pas compatibles. Il ne la détestait pas, il ne la méprisait pas. Il savait juste qu'elle appartenait à une autre planète, une autre époque, un autre tempo. Elle était l'éclair, lui la roche, deux beautés inconciliables. Des années plus tard, Gabin reconnut que Bardot avait marqué une époque comme peu d'artistes. Il ne niait pas son impact. Mais dans ses souvenirs, elle restait une comète magnifique, imprévisible, fascinante, mais impossible à suivre. Elle brillait trop pour me voir. Numéro 3. Alain Delon. Le tournage de Mélodie en sous-sol marque une rencontre au sommet d'un côté Jean Gabin, figure gravée dans le granit du cinéma français, de l'autre Alain Delon météore, aux yeux d'acier éclatants de jeunesse d'élan et de beauté insolente. Sur l'affiche, l'alliance semblait parfaite, l'expérience posée face à la fougue carnassière. Dans les coulisses, pourtant, c'était une toute autre partition. Gabin observait. Il observait toujours. Et ce qu'il vit chez Delon le troubla autant qu'il l'agaqua une aisance désarmante, presque arrogante, une manière de dire un texte, comme s'il l'inventait au moment même de séduire la caméra sans effort, apparent de bouger comme un félin sûr de son territoire. Pour Gabin, chaque mot avait un poids, chaque silence un sens. Il servait le film. Delon lui semblait s'en servir. C'était pas une critique, pas encore, juste une tension sourde, une méfiance entre deux manières d'habiter le cinéma. L'un se construisait dans la retenue, l'autre flamboyait dans la lumière. Ils se parlaient peu. Cordialité de façade, professionnalisme sans faille, mais les silences entre eux étaient plus éloquents que les mots échangés. Gabin, pourtant admiré par Delon, n'osait lui imposer de conseils. Et Delon, fasciné par le colosse, refusait toute autorité. Un jour, lors d'une scène clé emportée par l'émotion, Delon modifia légèrement une réplique. Rien de grave, pensait-il, mais à la coupe Gabin, impassible, déclara simplement « C'était joli ». Mais ce n'était pas le texte. Pas de cri, pas de reproche, juste une ligne de démarcation posée avec une élégance glaciale. À ses yeux, le texte était sacré. La spontanéité, un luxe qu'on ne se permettait que dans l'ombre de la rigueur. Le film fut un triomphe. La critique salua la complicité entre les deux acteurs, mais ni l'un ni l'autre ne chercha à renouveler l'expérience. Ils savaient. Trop de différences, trop d'écart dans la manière d'approcher l'art. Plus tard, Gabin confia en privé « Dans les yeux de Delon, j'ai vu l'éclat d'une étoile, mais aussi la certitude qu'elle filerait seule dans son ciel. Ils n'étaient pas ennemis, juste des astres, dont les orbites ne se croisent qu'une fois brièvement avant de reprendre chacun leur course. Nous n'avons jamais marché sur le même rivage. » Numéro 4, Lino Ventura. Il n'avait pas besoin de mots. Deux présences massives, deux voix comme du granit brisé, deux regards, capables d'imposer le silence sans hausser le ton. Jean Gabin et Lino Ventura étaient taillés dans la même pierre, celle des hommes de principe des acteurs, qui ne surjouent jamais des figures silencieuses qui dominent l'écran sans l'envahir. À première vue, tout les rapprochait. Même carrure, même pudeur, même respect viscéral, pour ce que le métier d'acteur exige, on aurait pu croire à une fraternité tacite forgée dans la rigueur et la dignité. Mais ce fut tout le contraire. Entre eux, ce fut une guerre froide, sans cris, sans gifles, mais avec cette tension insidieuse comme deux bêtes fauves tournant dans la même cage. Dans les années 60, Ventura s'imposait peu à peu comme le nouveau visage du polar français. Il héritait sans même le vouloir des rôles que Gabin avait longtemps incarné, le flic intègre, le truand au code d'honneur, le patriarche rugueux, mais humain. Les producteurs, flairant le vent du changement, commençaient à écrire des scénarios pour l'un, là où l'autre avait été pressenti. Pas de conflit direct, pas d'affrontement ouvert.
juste un jeu d'évitement. Lorsqu'ils se croisaient dans les coulisses d'un festival ou d'un studio, la poignée de main était ferme, le regard droit, les mots brefs. Mais jamais une invitation, jamais un verre partagé, jamais un mot de trop. Un jour, le hasard les plaça ensemble dans une même scène brève, mais tendue. Les techniciens décrivent une atmosphère pesante, chacun dans son coin, concentrés comme deux boxeurs dans des vestiaires opposés. Ils n'échangèrent qu'un regard. Le texte fut dit « la scène tournée ». À la coupe, ils se saluèrent poliment, puis chacun disparut dans son couloir. Gabin reconnaissait le talent brut de Ventura, son intensité sèche, sa vérité silencieuse. Mais il voyait aussi en lui une menace, un rival discret venu grignoter le territoire qu'il croyait sien. Ventura, de son côté, refusait d'être catalogué comme l'héritier de qui que ce soit. Il admirait Gabin, oui, mais il ne voulait pas marcher dans ses traces. Il voulait tracer les siennes. Il n'y eut jamais de brouille. Jamais d'interview venimeuse, jamais de déclaration amère. Seulement ce constat glissé un jour par Gabin à un assistant, nous n'étions pas faits pour jouer l'un avec l'autre. Comme si, dans le grand livre du cinéma, certaines pages devaient rester blanches pour ne pas abîmer les légendes. Deux lignes parallèles, jamais ennemies, jamais amies. Simplement incompatibles. Il ne m'a jamais gêné. Mais il ne m'a jamais touché non plus. Numéro 5, Jean Renoir. Il y a dans une vie d'acteur des rencontres fondatrices. Pour Jean Gabin, Jean Renoir fut l'une de ces rencontres-là, une de celles qui façonnent une vocation qui allumant une flamme. La Grande Illusion 1937, La Bête humaine 1938, deux chefs-d'œuvre qui érigèrent Gabin en figure majeure du cinéma français, un homme simple, digne, tragique modélé par la vision d'un cinéaste humaniste et poétique. À cette époque, Renoir dirigeait comme un peintre. Il installait ses acteurs dans un décor, comme on pose des couleurs sur une toile, puis les laissait respirer, improviser, vivre. Gabin jeune et encore souple s'épanouissait dans cette liberté. Là, il absorbait, apprenait, s'abandonnait même à cette manière intuitive de faire du cinéma. Mais le temps, comme toujours, creuse les sillons de la distance. La guerre éclata, bouleversant tout. Renoir partit pour les États-Unis, Gabin aussi, chacun suivant son propre exil. Quand il revint, rien n'était plus comme avant. L'époque avait changé. Et eux aussi. Gabin était devenu rigide, méthodique, presque militaire dans sa préparation. Chaque scène était un échafaudage de précision. Chaque regard, chaque mot, chaque silence répondait à une structure intérieure qu'il ne voulait plus trahir. Renoir, au contraire, avait plongé plus profondément encore dans sa foi en l'improvisation. Il voulait filmer le souffle du vent, la surprise d'un geste, la beauté d'un accident. Des années plus tard, l'idée d'une nouvelle collaboration refit surface. Un projet flou, fragile. Ils se retrouvèrent dans un bureau feutré pour en discuter. Le ton fut cordial, chaleureux même, mais très vite une faille apparut. Renoir évoqua laisser le hasard, dicter la scène. Gabin, sans élever la voix, répondit « Un film ne se construit pas avec du vent ». Ils ne s'étaient pas disputés. Il n'y eut ni claquement de porte, ni brouille officielle. Juste ce constat froid et inévitable, leur langage artistique s'était séparé. Gabin ne voulait plus jouer sans boussole. Renoir, lui, ne supportait plus la carte. Ils s'étaient rejoints un temps. Puis, la vie, les épreuves, les convictions les avaient éloignés. Gabin garda toujours un respect profond pour Renoir. Il ne l'a jamais attaqué ni renié. Il parlait de lui comme d'un père, bienveillant, un guide de jeunesse. Mais aussi comme d'un homme qui ne pourrait plus suivre. Trop d'écart, trop de vent. Dans ces dernières années, il évoquait rarement Renoir. Mais quand il le faisait, c'était toujours dans un murmure. Comme on parle d'un rêve ancien qu'on n'ose plus convoquer. Et dans le silence pudique de ses souvenirs, Renoir restait une figure floue mais indélébile. Il a été mon souffle. Mais je n'avais plus assez de souffle pour le suivre. Il n'avait jamais cherché à plaire à tout le monde. Jean Gabin n'était pas de ceux qui courtisent les projecteurs en souriant à contresens de leur propre vérité. Il n'avait jamais crié ses rancunes ni affiché ses distances. Il les vivait avec la même sobriété que ses personnages dans l'ombre, le silence et la fidélité à soi-même. Aujourd'hui, à l'âge où la mémoire devient un territoire fragile, il feuilletait ses pages jaunies avec un mélange de tendresse et de lucidité. Il n'y avait rien à régler, juste à nommer, à reconnaître que dans une vie passée sous les projecteurs, certaines rencontres laissent des traces invisibles plus profondes que les applaudissements. Ces 5 artistes, il ne les avait jamais haïs. Il ne les avait jamais humiliés. Il s'était simplement éloigné. Parce qu'ils lui rappelaient chacun à leur manière, ce qui ne voulait jamais sacrifier l'exigence, la rigueur, une certaine idée de la vérité artistique. Avec eux, le fil ne s'était pas tendu. Il ne s'était jamais noué. Et cela suffisait pour ne pas insister. Gabin n'a jamais cherché à se venger. Il n'a jamais lancé de pique dans les journaux. Il a laissé le temps faire son œuvre
Et dans ce retrait, il y avait une forme de noblesse, peut être même de tristesse. On ne choisit pas les voix qui nous touchent, ni celles qui nous déchirent. Et parfois, il vaut mieux se taire que trahir ce qu'on est. Peut être que le silence était déjà une réponse,